téléspectateurs, de retour sur le plateau de l'Ouragan du Midi, nous allons retourner avec la dernière question de la première partie, notamment celle qui porte sur l'intégration des afrodescendants en Afrique. Je suis Sœur Ella et je suis en compagnie du docteur Akéde Donné de la Côte d'Ivoire et du docteur King Fortuné du Congo-Brazzaville autour du thème « Le retour des afrodescendants en Afrique ». Cette seconde partie, quant à elle, va porter sur les déportés contemporains. Alors, parlons d'intégration des afro-descendants en Afrique. Dr King, n'avez-vous pas certaines craintes par rapport à ce retour? Ne pensez-vous pas que ces personnes, du fait d'être nées là-bas, d'avoir intégré toutes les valeurs et tout ce qui va avec, viendront plutôt reproduire les manières de passer, les manières de faire, les manières de penser ici en Afrique? N'avez-vous pas des appréhensions à ce propos? Bon, je pense que ces questions-là sont mises sur la table de ces différents pourparlers que nous avions avec nos frères afrodescendants, raison pour laquelle il y a eu premièrement la conférence de Miami. Je crois que nous avons été même invités, mais dommage qu'on n'a pas pu y arriver. Et qu'à cela ne tienne, il y a eu des autorités du Cameroun et aussi les officiels de la RDC, parmi lesquels il y a eu le ministre de l'intégration de la RDC qui a été sur place. Et donc, il y a une collaboration franche qui s'installe déjà en matière de contact et de dialogue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'en grande majorité, les leaders qui sont à la tête, ils sont d'abord des spirituels. Donc, ce retour est d'abord circoncis dans la dimension prophétique. Et comme vous pouvez le constater dans la réponse qu'ils ont adressée auprès des rois d'Afrique, ils ont fait allusion aux deux bois, selon la prophétie d'Ézéchiel 37 et 19, c'est qu'il y a le bois de Juda avec les tribus qui sont avec lui, et le bois d'Éphraïm avec les tribus qui sont avec lui. Et Dieu va prendre le bois d'Éphraïm ou de Joseph avec le bois de Juda pour les ensemble, pour qu'on parle d'un seul bois. Donc, le principe est que chaque Africain a son alter ego de l'autre côté des afrodescendants. Tel que moi, je suis béni parce que je suis en collaboration avec le docteur Dalton, avec qui nous avions les mêmes pensées, la même démarche. Vous voyez, Madame Seke est en relation étroite avec le docteur Sony. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi on parle de transfert de connaissances, de transfert de compétences. Vous voyez, il n'y a pas trop de crainte dans la mesure ici, ce n'est pas un retour de façon anarchique, mais c'est un retour prophétique qui se fait dans une saison précise, avec des signes bien précis, et Dieu a voulu que cela commence par des hommes spirituels. Par exemple, personne n'a vu venir cela, mais les autorités ont été mises au courant par des pasteurs que nous sommes, et nous sommes passés à la télévision nationale pour annoncer le retour des afrodescendants qui devient une réalité. Voyez-vous? Et tout le monde était surpris. Donc, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait d'abord une clé spirituelle par des enseignements. Donc, il y a d'abord une énergie spirituelle qui a été répandue en Afrique au travers des enseignements que nous avions donnés avec le docteur Ake et les autres comme le pasteur Mbungu, notre bien-aimée sœur, la sœur Myriam et tout, qui ont travaillé là-dessus. Donc, le Seigneur a préparé dans une dimension spirituelle, même si les hommes charnels ne peuvent pas voir cela, mais il y a un travail en amont qui a été fait. Et de l'autre côté aussi, ce travail qui a été fait par les afrodescendants se joint. Donc, nous pensions qu'il n'y aura pas de dégâts, mais il y a une synergie qui d'ailleurs
créé par le Très-Haut et tel que les choses se font, ça va dans une bonne direction. D'accord. Docteur Akédé-Doné, qu'en pensez-vous? Pour la même question, je répondrai pour dire effectivement qu'il n'y a pas assez de crainte parce que, comme il vient de le dire, vous savez que cette fois-ci, ce retour est motivé par la prophétie biblique. Et comme c'est déjà dit, et ça a été provoqué par des hommes spirituels, comme nous qui sommes ici d'ailleurs sur ce plateau, parce que nous avons commencé à prêcher ces choses en parlant des Juifs noirs, des Juifs noirs, et beaucoup étaient sceptiques, beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, la chose s'accomplit. Et la crainte, par exemple, si vous parlez de crainte, c'est parce qu'il y a eu des antécédents, certainement. Et les antécédents, nous les avons vus du côté du Libéria, où des afro-descendants étaient revenus et avaient été déposés à cette partie-là de l'Afrique, dans le pays du Libéria. Mais là, je voudrais vous dire que là, ça a été conduit par le dominateur lui-même. Oui. Ce sont les Américains qui ont accompagné ce retour. Et ce sont les Américains qui ont négocié la terre libérienne pour ramener ces Africains, ces Afro-descendants-là, et les installer là-bas. Et ils l'ont fait disons, de façon calculée, et pour les utiliser au moment opportun pour faire ce qu'ils ont fait, que je vais taire parce que les téléspectateurs peuvent eux-mêmes deviner ce qui s'est passé au Libéria. Le Libéria a été bien connu comme le pays de guerre et tout ça. Donc ça n'a pas été une bonne image. Mais cette fois-ci, comme l'a dit mon binôme ici, voyez-vous, nous avons commencé à parler, c'est spirituel. Nous parlons spirituel. Nous avons ressorti les enseignements bibliques, les prophéties bibliques qui ont dit dans Séphonie chapitre 3 verset 10 que d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, l'Éternel devait rassembler ses rachetés et ses dispersés. Il devait rassembler ses dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est l'Afrique subsaharienne. Et donc, voyez-vous que nous avons placé la chose sur l'axe spirituel. Et cette fois-ci, ni l'Amérique politicien n'a été informé, ni nos gouvernants n'ont été informés. Cela est plutôt venu des sacrificateurs que nous sommes. Des sacrificateurs que nous sommes. Donc la chose est purement spirituelle. Et ces Afro-Américains qui viennent cette fois-ci, eux aussi ils ont créé une structure, ils ont créé une association, et cette association est basée sur les prophéties bibliques. Ce qui n'a pas été le cas avec les Afro-descendants qui ont été ramenés parachutés au Libéria, parce que ceux-là, c'est sur les accords politiques qu'ils ont été ramenés. Cela n'a pas été sur les bases prophétiques, quoique ça aussi c'était prophétique, mais ce n'était pas des spirituels qui sont revenus, c'était des politiques qui sont revenus. Alors cette fois-ci, ceux qui reviennent sont majoritairement spirituels, puisque tous ces personnages qu'on vient de citer, et toutes ces personnes, ils ont fait un discours que nous allons faire passer même dans le fragment dans l'émission ici, pour que les téléspectateurs puissent voir leurs différents discours qu'ils ont faits. Et le discours aussi que le roi du Congo a aussi adressé à ces gens-là. Sa Majesté André Méthode Chikaya. Je suis roi de Luango, mais secrétaire général des 54 pays d'Afrique du Forum des rois d'Afrique. Nous vous souhaitons, tout en saluant avec beaucoup de références tous les congressistes, vous qui êtes là tout autour d'eux, nous vous souhaitons la grande bienvenue au niveau du terre ancestral. Alors,
Je tiens à vous préciser que une auto-réparation devait se faire lors de votre retour. Nous devons tous ensemble, et vous qui êtes de l'autre côté, et nous qui sommes restés ici, nous demander pardon. Nous devons nous demander pardon. Et cela par des rituels traditionnels qui sont les nôtres et plusieurs rites traditionnels qui devront être forcément faits. La disponibilité des terres au niveau du royaume ou de vos terres de départ sont à votre disposition. Nous avons pris des dispositions par rapport à ça pour que vous puissiez à votre retour avoir tout ce dont vous aurez besoin pour vous réinstaller dans vos terres natales. Alors, vous devez, à votre niveau, être rassuré que nous ferons tout notre effort pour que vous puissiez être satisfait dès que vous serez de retour en terre Congo. Toutes les dispositions sont prises. Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Lors de votre déplacement pour le Cameroun, je suis sûr que tous les rois seront présents. Lorsque vous irez en RDC, à Kinshasa, tous les rois seront présents et au terminus, ce sera à Pointe-Noire, au royaume de Luango, là où tous vos parents, vos arrière-parents, nos aïeux ont pris le départ sur des terres inconnues. Mais maintenant que nous voulons que vous reveniez, vous pouvez être rassurés et rassurer tous ceux qui, de loin ou de près, veulent rentrer, qu'ils seront attendus et seront bien accueillis. Je vous remercie. 100 years ago, they stole us from our home, carried us away captive, and required of us a song. How can we sing? How can we sing your song in a strange land? First, I want to say to you, Your Excellency, thank you so much for your letter and showing your heart for we, the people of the U.S. It is our desire. It is something that I've been longing from a child, to know my background, to know where I come from. And myself and my family, immediate family, been in deep study and deep search to know where we come from and to be welcomed back home from the place of my DNA. And I did do my DNA, and it's a trace back to the continent, which we now call the homeland. We want to thank you very much and hope to see you in the near future, to bow before you, to shake your hand, to smile before you. Again, just want to thank you so very much. And from all of us, and I guess some will be addressing you on the individual basis. Thank you very much. Alors donc, vous voyez qu'il n'y a pas assez de crainte parce que cette fois-ci, c'est purement spirituel et c'est purement prophétique. Alors, quand c'est prophétique, Dieu prend soin, n'est-ce pas, de diriger les choses pour que les choses se passent bien. Je crois que l'autre côté, le fait que la RDC a envoyé même un ministre de l'intégration, cela voudrait dire que les gouvernants ont coopéré, ils coopèrent dans cette opération de retour des Afro-descendants. Et je crois que c'est la même situation du côté de Brazzaville.
et bientôt du côté aussi, pas bientôt, Yaoundé. déjà du côté de Yaoundé également. Les autorités de Yaoundé aussi sont déjà d'accord avec cette opération. Merci, docteur Aké Dieudonné. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous êtes toujours sur le plateau de l'ouragan du Midi en compagnie des deux grosses têtes du réveil du Midi. Pasteur Dr King, ne pensez-vous pas que ce soit un paradoxe que des personnes veulent quitter un statut meilleur pour venir dans un endroit jugé pauvre et que d'autres personnes vivant dans cet endroit pauvre désirent rejoindre cet autre endroit jugé riche avec toutes les opportunités qui vont avec? Bon, mais je crois que la dernière fois, nous avions cité un psaume qui parle au sol de Babylone. Les oppresseurs nous dirent de chanter quelques cantiques de Sion et nos harpes suspendues nous dîmes comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère. Ô Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc, c'est le sang, la labeur des Juifs noirs qui a fait l'Amérique. Et nous avions lu dans Jérémie 51, le verset 9, nous avions voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Délaissons-la. Donc c'est une recommandation venant droit du Seigneur, délaissant Babylone, que chacun rentre dans sa patrie. Donc, voilà pourquoi le docteur Aké ici vient d'abord de signifier que c'est un retour qui est circoncis dans le cadre prophétique. Et donc nous devons nous réjouir de ce que nous voyons, l'accomplissement de la prophétie, parce que l'accomplissement d'une prophétie est d'abord un langage divin, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes avaient parlé de la part de Dieu, premièrement. Deuxièmement, puisqu'il s'agit de l'accomplissement d'une prophétie qui consiste à abandonner Babylone, la maison de servitude, pour venir développer le temple, parce qu'il y a une prophétie dans Ésaïe 19, le verset 19, qui parle de l'autel qui sera placé au milieu de l'Égypte et aussi sur la frontière et un monument. Donc, il ne peut pas y avoir la réalisation de ces prophéties-là si la maison d'Israël n'est pas réunie au complet au midi. Ainsi, nous revenons à la case de départ, c'est qu'il faut nécessairement que l'âme, parce que le corps sans âme ne sert absolument à rien. Donc, ce qui a été ôté de l'Afrique, c'est l'âme, c'est-à-dire les valides de l'Afrique. Donc, ces afro-descendants-là, ils sont l'âme de l'Afrique, l'intelligence de l'Afrique qui reviennent. Et ils reviennent dans un contexte où les éléments spirituels s'ajustent avec les éléments économiques et même politiques. Vous voyez que à présent, la France-Afrique est en train de perdre son pouvoir. Et il y a une opération séduction pour l'Afrique qui est déclenchée. La Russie veut reconquérir l'Afrique. Même la Turquie, ils veulent reconquérir en Afrique. L'Afrique, parce que conquérir non, ils étaient là. Puisque la Turquie, l'Empire ottoman, a conquis l'Afrique, comment on dit, du Nord, la Méditerranée et tout ça. Donc tout le monde veut de l'Afrique. L'Europe, n'en parlons pas. L'Amérique, n'en parlons pas. Tout le monde veut de l'Afrique. Mais qui doit être ou qui sera le partenaire sûr et prioritaire de l'Afrique? Parce que l'Afrique doit premièrement travailler avec l'Afrique. Et l'autre Afrique, ce sont effectivement ces colonies, ces déportés qui se sont levés, qui ont conquis des terres de l'autre côté. Donc, il y a aussi un aspect économique
qui s'inscrit dans le cadre du retour des afrodescendants, parce qu'ils viennent pour le transfert des connaissances, mais aussi pour un partenariat économique. Les Chinois, nous vivons dans une période où la réussite passe par le communautarisme. Les Chinois, le premier partenaire du Chinois, c'est le Chinois. D'abord. Le premier partenaire de l'Arabe, c'est l'Arabe. Oui. Le premier partenaire du musulman, c'est le musulman. Le premier partenaire du lobbying juif occidental, c'est le juif occidental. Et le juif noir doit avoir pour premier partenaire le juif frère, noir. bien sûr. Si parmi nos frères afrodescendants, il y a des gens qui ont la capacité d'investir dans l'aéronautique, et d'ailleurs nous avons eu des conférences avec les afrodescendants qui sont des Caraïbiens et tout ça, il dit on ne veut plus dans le futur avoir des avions qui quittent les Caraïbes pour atterrir d'abord dans le pays de pression comme la France et les autres, pour descendre chez nous, mais nous devons avoir des lignes directes, directement des Caraïbes, directement en Afrique. Donc, ce sont des zones d'investissement qui se présentent. Ils ont le droit d'investir dans le pétrole, ils ont le droit d'investir dans le commerce, ils ont le droit d'investir dans les minéraux. Qui voulez-vous qu'ils puissent avoir la primauté d'investir sur le sol et le sous-sol africain, sinon nos frères qui ont l'intelligence et les moyens de le faire. Déjà, pour votre information, au Cameroun, le docteur Sony, avec Mme Seke et les autres, dès qu'ils sont arrivés, ils ont fait le planting de 400 coraux-soliers. Et donc, il y a des stands ou des showrooms qui sont ouverts aux États-Unis qui font la valorisation des produits purement made in Africa. Parce qu'on a constaté que cette pandémie qui est un jugement a semblé ne pas influencer ou fléchir l'homme africain. Qu'est-ce que l'homme africain mange? Donc certainement, il y a un secret dans ce que l'homme africain mange. Donc il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce retour des afrodescendants. Donc c'est un axe de coopération entre l'homme noir et l'homme noir. Et déjà, eux, ils ont appris les mêmes tactiques. Ils parlent franchement avec l'homme blanc. Ils ne sont pas comme nous, qui tremblent devant l'homme blanc. Et eux, quand ils viennent, ils ont une raison, ils ont un but, ils ont un combat. C'est le combat du relèvement. Il y a une qui m'a posé la question, Dr King, avez-vous déjà vu un noir en Europe être propriétaire des domaines terriens et il fait l'agriculture librement? Ça n'existe pas. Ouais. Parce que ce n'est pas leur terre. Donc, ils ont quitté ici, ils avaient des terres, et ils ont le droit de revenir chez eux pour développer l'agriculture. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup des aspects stratégiques, d'où on revient sur la question sur l'intégration, comment les autorités appréhendent cela. Moi, je pense que c'est même une occasion à saisir pour développer des partenariats francs avec nos frères dans le cadre des relations B2B, c'est-à-dire hommes d'affaires, et B2D avec le gouvernement. Si on donne la priorité aux Arabes, aux Libanais, aux Marocains et les autres d'envahir l'Afrique, moi je pense que, à mon avis, les priorités doivent revenir à nos frères noirs qui ont la capacité de faire ce même travail. Parce que je ne pense pas que le frère noir puisse maltraiter son frère noir comme le font les Chinois. Merci. Et vous avez vu la vidéo que Alain Foucault a projetée, vu la manière dont le traitement que l'on donne aux ceux-là qui travaillent dans les mines du Congo, voyez-vous. Donc nous pensions que l'heure est arrivée selon Michée chapitre 7, le verset 11, qu'au temps où l'on rebâtira les murs, les décrets tyranniques seront abolis. Donc je reviens à la case du départ, ça s'inscrit dans un cadre prophétique.
les décrets tyranniques prennent fin maintenant parce que les frontières d'Israël s'élargissent maintenant depuis l'Afrique jusqu'au Grand Fleuve. Merci, docteur. Nous allons à présent écouter l'avis du docteur Aki sur la question. D'accord. Vous avez demandé à savoir pourquoi est-ce que pendant que des gens qui étaient confortablement bien installés dans le royaume, l'empire le plus puissant au monde, hein, les États-Unis, c'est quand même l'empire le plus puissant au monde. Le Babylone actuel. Voilà, le Babylone actuel. Donc, comment est-ce que eux, qui ont le droit à la citoyenneté américaine, qui ont les passeports et les identités américaines, cherchent à revenir en Afrique, tandis que nous constatons un paradoxe, que les Africains cherchent, ils bravent même le désert pour aller mourir, pour certains dans le désert, d'autres dans l'océan. Une nouvelle déportation, en fait. Voilà, c'est une nouvelle déportation et ils s'en vont aussi mourir là-bas et ils cherchent à aller là-bas. Alors, je pense que c'est pour cette raison que nous parlons du réveil de l'Afrique actuellement pour montrer aux Africains que l'heure est venue pour qu'ils comprennent que l'Eldorado n'est plus de l'autre côté, mais que l'Eldorado du monde entier se trouve en Afrique ici. Puisque nous entendons même les politiques comme, je crois que même le président français actuel, hein, Emmanuel Macron, a eu à prononcer de sa bouche que le futur de la France, c'est l'Afrique. Il dit l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Il a dit ça. Et beaucoup le disent partout, le président russe aussi l'a dit, que les Africains n'ont pas besoin de personne pour leur propre développement, qui n'ont même pas besoin de lui-même, Poutine, ni de la Russie pour se développer. Oui. Donc, ça veut dire que l'Afrique est le nouvel Eldorado de toute l'humanité. Alors, nous voulons que nos frères qui se bravent le désert et la mer, qui s'en vont mourir comme des mouches dans l'eau, ça nous peine quand on voit ça. Qu'ils regardent aux prophéties. Les prophéties nous montrent qu'il est temps et que même les afro-descendants qui sont de l'autre côté de l'Occident, qu'ils reviennent sur les terres africaines. Et quand ils reviennent les mains chargées, ils reviennent les cerveaux chargés de richesses, de bénédictions. Ils reviennent pour investir, ils reviennent pour aider au développement, ils reviennent pour l'unité africaine. Nous avons des organisations comme l'Union africaine. Autrefois, c'était comment on appelle, OUA, qui est devenu UIA, Union africaine. Les gens comme Marcus Garvey, que mon frère a mentionné déjà, hein, avaient proclamé, n'est-ce pas, avaient souhaité, avaient combattu pour voir cette Afrique-là être fédérée, réunie en un seul bloc. Ils sont morts lamentablement, mais l'espoir est resté. Et des gens les ont suivis, comme les Kwame Nkrumah, qui ont prôné les mêmes idéologies. Et d'aucuns sont pessimistes, mais nous voyons que ce n'était pas le temps de l'accomplissement de ces prophéties. Mais maintenant, nous y sommes. Qu'on le veuille ou pas, les prophéties de Dieu marchent vers leur terme. Et ça va s'accomplir. Donc ces gens-là reviennent avec leur participation pour le développement de l'Afrique, pour le relèvement de l'Afrique, pour le réveil de l'Afrique, d'abord spirituellement premièrement, et ensuite économiquement, politiquement, monétairement, et je dirais militairement. Pourquoi pas? Parce que si l'Afrique comprend les enjeux qui lui sont réservés aujourd'hui, et que l'Afrique rentre réellement dans l'accomplissement de ces prophéties qui ont été annoncées pour notre Afrique aujourd'hui, je crois que l'Afrique va, n'est-ce pas, rassembler cette synergie. Ça va produire ce que la Bible, je crois que Daniel a prophétisé, Ézéchiel également en a parlé, de la puissante armée du Midi qui s'élève. C'est vers Sion, en fait. Oui,
qui va aussi aller conquérir. Or, à l'heure où nous sommes assis en 2021, l'Afrique n'a pas encore d'armée. D'accord. D'accord. Docteur, dans vos propos, Oui. vous avez mentionné 2 faits. Oui. Notamment cette nouvelle déportation Oui. qui est en train de se faire. Ensuite, les enjeux Oui. auxquels nous allons revenir plus tard. Mm. Parlons plutôt de cette nouvelle déportation qui est en train de se faire. C'est quoi la comment nouvelle- se ouais, fait- d'accord. C'est quoi cette nouvelle déportation? Comment se fait-elle? Merci. Là, moi, j'appelle ça la déportation contemporaine. La déportation contemporaine. Il y a longtemps que j'avais voulu faire une vidéo là-dessus, mais je crois que tu me donnes l'occasion d'en parler maintenant et de pouvoir développer cela. La déportation contemporaine, qu'est-ce que c'est? Vous savez, pour comprendre la déportation contemporaine, il faut d'abord reculer pour voir la déportation antique, comment elle s'était passée. Quand on parle de la traite négrière aujourd'hui, beaucoup ne saisissent pas l'ampleur. Ces gens-là, ces locodermes, ces blancs, ces Européens, ces Occidentaux qui venaient pour saisir nos parents, pour les amener en esclavage, ils ne prenaient pas n'importe qui. D'accord. D'abord, ils triaient, ils ne prenaient pas les malades, ils ne prenaient pas les personnes malades, ils ne prenaient pas les personnes faibles, ils ne prenaient pas les personnes moins fortes. Ils sélectionnaient l'élite africaine. D'abord, ils prenaient des personnes capables de traduire les langues. D'accord. Des gens même qui n'avaient pas appris des langues, mais au contact avec les Occidentaux, en si peu de temps, ils maîtrisaient la langue des Occidentaux et ils devenaient automatiquement les interprètes. Donc ça, c'était déjà des personnes qui avaient une carte grise très puissante. D'accord. Et ensuite, ils prenaient les guerriers parmi nous. Des gens bien formés, des gens vigoureux, des gens bien bâtis, capables de travailler fort dans les champs et aussi capables de diriger les autres. Donc, vous voyez que c'était l'élite qu'ils prenaient. Aujourd'hui, cette même chose se produit sous une autre forme et on n'en parle pas. Et moi, je veux soulever ce sujet pour que mon frère, le docteur King, puisse m'aider et qu'il puisse aussi donner son apport là-dessus. Regardez un peu, je vais vous donner quelques briefs là-dessus pour que vous voyez. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se fait depuis les années dites d'indépendance? Les mêmes Occidentaux, ils viennent au travers de leurs ambassades et au travers de certains ONG. Je vous rappelle que beaucoup d'ONG sont toujours à la solde de ces gens-là. Et ils vont nous dire, par exemple, qu'ils octroient des bourses à nos étudiants, à nos meilleurs élèves, et ils ne donnent pas ces bourses-là à tous les étudiants, à n'importe quel étudiant. Ils les sélectionnent, ils font des concours. Ils font des concours, ils sélectionnent les meilleurs. Et c'est à ces meilleurs-là qu'ils distribuent les bourses d'études. Et ces bourses-là, ces étudiants doivent quitter l'Afrique pour aller dans leurs universités à eux. Et quand ils finissent de former ces élites-là, africaines, ils leur proposent des postes alléchants chez eux là-bas, avec des salaires que nos États africains ne peuvent pas payer ici à leurs travailleurs. Du coup, ces gens-là qu'ils avaient dit vouloir aider pour aller étudier, pour revenir avec des connaissances pour aider nos pays, quand ces gens-là arrivent là-bas, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils sortent meilleurs, d'ailleurs même ils sortent toujours des élites parmi les Blancs là-bas. Alors donc on les maintient sur place là-bas et ce sont ces derniers-là qui développent eux leur pays, eux leur continent. Et qu'est-ce qu'ils font? Excusez-moi, ce n'est pas une insulte. Quand on sélectionne les meilleurs dans un groupe, le reste là c'est quoi? Je ne dirai pas pour ne pas que vous pensiez que vous insultez, que j'insulte. Parce que moi-même, je ne suis pas allé, je ne suis pas l'un d'eux qu'on a sélectionné. Donc, je comprends qu'ils nous ont laissés, nous autres, comme presque des inutiles pour eux. Voyez-vous? C'est ce que j'appelle la déportation contemporaine. Et en plus, nos frères qui se battent, qui luttent, pour aller en Europe là-bas. Regardez quand on fait les statistiques, je crois qu'il y a de cela 2 ans que j'écoutais une émission, c'était plutôt un documentaire qui parlait un peu des médecins
en France. Et on démontrait qu'il y avait plus de médecins africains et particulièrement béninois. Les Béninois sont beaucoup des médecins, des docteurs, des infirmiers en France que toutes les autres nations. Alors, cette élite-là, allez au Bénin, vous allez voir, est-ce que les hôpitaux béninois ont de bons médecins là-bas? Est-ce qu'ils ont de bons docteurs là-bas? Il n'y en a pas. Mais pourtant, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont en train de soigner les Français en France. Comment ils sont arrivés là-bas? Comment ils sont arrivés? C'est au travers des bourses d'études. C'est une forme de déportation contemporaine. Je chute là parce qu'il ne faut pas que moi je dise tout. Et je chute là pour dire le dernier élément qui est très visible, mais que les Africains refusent de voir, c'est Access Canada. Il y a des structures, il y a des boîtes partout, il y a des bureaux dans tous les pays d'Afrique. Les bureaux appelés Access Canada. Et le Access Canada, ce sont des bureaux canadiens installés par les ambassades canadiennes dans tous les pays africains et qui font quoi? Qui proposent aux Africains de venir travailler au Canada, de venir s'installer au Canada. Et comment se fait la sélection? Est-ce que tous les Africains se présentent, sont reçus? Non. Ils demandent, n'est-ce pas, un certain niveau. Et quelquefois, ils demandent même une certaine expérience, une certaine année d'expérience, un certain nombre d'années d'expérience à ces Africains, des gens qui ont un certain niveau intellectuel bien élevé et qui ont déjà servi dans le pays, qui ont prouvé des compétences. C'est comme s'ils débauchaient les meilleurs parmi nos frères africains et ils les emmènent au Canada, ils leur donnent du boulot là-bas, ils leur donnent un meilleur salaire là-bas, ils leur donnent des maisons là-bas pour qu'ils s'installent et on leur donne même la nationalité canadienne pour ne plus jamais qu'ils reviennent. Vous ne voyez pas que c'est c'est le même système, mais qui a changé seulement d'emballage. Alors c'est ce que j'appelle la déportation contemporaine. Et elle est plus grave, elle est plus dangereuse, elle est plus nocive, elle est plus nuisible que celle même qu'on a connue pendant la traite négrière. Et nous devons faire attention, et j'en appelle, n'est-ce pas, à tous les Africains, nos gouvernants y compris, parce que c'est eux qui doivent bien comprendre ce langage-là et savoir qu'ils ont plus besoin de ces élites-là autour d'eux pour aider à la gouvernance en Afrique, pour améliorer les conditions de vie des Africains. C'est ce qui va amener l'Afrique à se relever et à reprendre sa place d'antan. Merci, docteur. Nous avons recueilli l'avis de docteur King concernant la déportation contemporaine en lui demandant par la suite, il va nous dire si ces nouveaux déportés, si ces déportés contemporains ne seront pas un frein au bon déroulement de tout ce réveil ou bien au bon déroulement du plan de ce réveil. Bon, effectivement, comme le docteur Ake vient de le souligner, c'est que la déportation contemporaine, elle est plus dangereuse que la déportation qui a eu lieu il y a 4 siècles de cela. Pour quelle raison? Parce que les déportés, lors du commerce triangulaire, s'ils avaient le choix, ils n'iraient pas. Ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas. D'autres préféraient se jeter dans l'eau. Oui. Plusieurs sont morts En se jetant dans l'eau. Que de se soumettre. Mais aujourd'hui, si ces mêmes négriers apparaissaient à l'île de Gorée, à Zanzibar, à la baie de Luango, à Bimba, je pense à Cotonou. à Cotonou, on ne va pas les enchaîner. Non. Chacun va se précipiter Proposer. pour aller dans un pays étranger et être esclave là-bas. Oui. Et cette déportation contemporaine ôte à l'homme noir le sentiment même de retour. Par contre, ceux-là qui partaient il y a 4 siècles de cela, nous avons le film ou la représentation du film Kunta Kinte. Vous voyez toujours qu'il a toujours cette nostalgie De revenir. vouloir revenir.
Mais le contemporain ne veut même plus entendre parler De l'Afrique. de son pays. Donc c'est programmé, c'est de façon subtile, de manière à ce que l'homme africain puisse se désintéresser de son continent. Il préfère refuser de cultiver la tomate en Afrique, Et d'aller mais faire il la ira même chose. faire la même chose En tout Europe. en souffrant en Europe, aller nettoyer les toilettes en Europe que de développer l'agriculture en Afrique. Alors que nos afro-descendants, nos frères, quand ils reviennent, la première des choses qu'ils réclament, dit docteur qui, faites des plaidoyeries pour que nous ayons des terres Des terres cultivables. cultivables. Mais ceux qui sont restés, ils ne se préoccupent pas pour les terres. Vous voyez? Donc c'est tellement subtil, cette déportation, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque l'on parle des déportés d'Israël, des exilés d'Israël et des déportés de Juda, on ne venait pas prendre tout Israël. Les Assyriens et les Babyloniens utilisaient une méthode qu'on appelle la décapitation. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez que le Nebuchadnezzar, quand Oui. il arrive, il prend d'abord L'élite. l'élite princière, la Oui. lignée princière, Oui. il les amène à Babylone. Le roi, ses fils, ses ministres. Et il ne les soumet pas à l'esclavagisme. Voilà pourquoi dans Jean 8, Oui. quand Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, les Juifs ont dit, mais nous sommes de la lignée d'Abraham, nous n'avons jamais subi Jamais l'esclavagisme. été esclaves de Parce que personne. la déportation ne les soumettait pas à de l'esclavagisme, on les formait, on formait l'élite. Voilà pourquoi Daniel faisait partie d'une lignée princière. Les Méchach, les Shadrach et Abednego, ils descendaient de la lignée princière. Voilà pourquoi on les a formés dans les lettres et les sciences des Chaldéens. Donc ils recevaient une formation royale, princière. Mais ce n'est pas de la gentillesse, s'il vous plaît. C'est une ruse. Une ruse. Parce que ces mêmes élites qui sont préparées deviendront des pions pour venir maîtriser la masse qui était restée. Et Ézéchiel et les autres faisaient partie des cadres. Des Lévis qu'on prenait pour les déporter et ils ont été formés. Vous voyez? Et donc ceux qui restaient, c'est des gens désorganisés qui ne pouvaient pas organiser La une nation. certaine révolte. Parce que les têtes les meilleures d'entre eux, la crème, étaient déjà Décapité. décapitées. Donc on décapite la tête et un corps sans tête. En fait, Israël restait juste une femme. Voilà pourquoi dans le mariage, l'homme est la tête de la femme. Donc la réflexion, l'intelligence, le mindset. D'accord. Donc, voyez-vous que la Syrie aussi a fait la même chose. Ils prennent juste des cadres. Et donc, c'est ce qui se fait maintenant. Et je vous donne une information. Lorsque on détecte le génie, mais on t'empêche à la NASA de te marier avec une Africaine. Waouh. Ah ben oui, on doit t'imposer que tu le veuilles ou pas, Tu te maries à d'une une façon Américaine. subliminale. On doit croiser ta sémence pour recueillir ton intelligence. Donc l'enfant qui naîtra, ce sera un métissé. Et ce métissé-là se mariera à une blanche et du coup, il y a un blanchissement de C'est cette fini. sémence. C'est fini. Donc la déportation contemporaine, elle est plus dangereuse que la déportation Antique. antique ou forcée. Raison pour laquelle, comme a dit le docteur Ake, c'est là où il faut interpeller nos dirigeants parce que l'on ne peut pas parler du réveil de l'Afrique ou du réveil du Midi qui s'arrête dans nos églises. Au contraire, l'église, je pense que l'église en Afrique a failli. Et la dernière fois, nous étions allés voir le docteur, le professeur Théophile Obenga. Il nous a dit, mais je regrette de ce que Cheikh n'est pas ici. Parce que nous avons eu des mauvaises cibles. Nous avons ciblé les intellectuels. Mais ces intellectuels ont préféré écouter les thèses des Blancs. Des Blancs.
Il dit si Cheikh était ici de voir les pasteurs qui parlent du revers de l'Afrique, et il dit que je crois qu'eux, ils vont réussir parce qu'ils ont la puissance du Dieu très haut. Ouais. Parce que 8 personnes sur 10 va à l'église. Ouais. Et si l'église tient le Ce langage langage-là. de l'enracinement, parce que aucun comptable ne sera un bon comptable s'il n'aime pas l'Afrique. Aucun ministre ne Ouais. sera un bon ministre Ouais. s'il n'aime pas l'Afrique. Or, pour aimer l'Afrique, il faut un enracinement. Or, si l'Église déjà, depuis la base de l'école des dimanches, le catéchisme, te donne l'enracinement, tu travailleras pour le bien et le développement de l'Afrique. Donc, nous insistons, le réveil du midi ne s'arrêtera pas simplement à Dans les l'église. églises, non. D'accord. Ce réveil a une implication Docteur, politique, c'est vrai. spirituel, Il y a matériel et une implication financier. Ouais. politique et spirituelle. Économique je me dis, aussi. économique aussi, je me dis, ces déportés contemporains dont on parle, qui de par leur volonté bravent tous les obstacles pour se rendre de l'autre côté là-bas et même n'ont même plus le désir de revenir, est-ce que ces derniers-là ne seront pas un frein à l'évolution ou bien au développement de tout ce mouvement-là? Mais Est-ce effectivement. qu'ils ne viendront pas avec la thèse des Blancs ou bien avec l'instruction reçue là-bas, toutes les mentalités reçues là-bas? Non, mais d'ailleurs, aller à l'encontre de ce Mais nous mouvement. avions développé ça. Esdras et Néhémie sont des pions de la Perse. Donc ils vont pour reconstruire le temple. Non, mais Le la kingdom. question Non, même là, la il faut question- même faut redresser pour dire que, d'ailleurs, les déportés contemporains dont nous disons là, lui vient de dire, quand eux ils vont, ils n'ont plus envie de revenir. Ils ne reviennent même plus. Donc c'est déjà une faiblesse, ça donne un coup à l'Afrique. Docteur, mais là-bas, ils sont en train de faire un plan pour les rapatrier. Non, ceux-là qui reviennent, ce sont... Le rapatriement, ce sont les rejets. C'est-à-dire ça, ceux qu'on rapatrie là, Oui. c'est ceux dont l'Europe ne veut pas. Et ceux-là, ce sont des personnes qui ne sont pas passées par les bourses d'études, comme j'ai dit là. Et ni par les Access Canada ou Green Card. Ce n'est pas par ça qu'ils sont partis. Ce sont ceux-là qui bravent au travers du désert et qui traversent l'océan. Et quand les bateaux se renversent, d'autres sont noyés. Ceux qui réussissent à survivre et qui traversent, qui arrivent là-bas, c'est ceux-là que les Blancs trouvent qu'ils sont inutiles. Parce qu'ils ne sont pas l'élite africaine dont eux, ils cherchent. D'accord. Donc ces derniers-là, ce sont des rejets. C'est pourquoi les Occidentaux ne veulent pas d'eux. Ils veulent les ramener en Afrique. Il n'y a pas d'amitié dans cette affaire. Non. Il n'y a que l'intérêt. Donc s'il n'y a pas l'intérêt... Ils ne vont pas les prendre. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ces élites là-bas, les Occidentaux, décident de les armer et de les renvoyer ici pour contrecarrer tout ce mouvement-là? Justement. C'est-à-dire une armée. Mais justement, voilà pourquoi il y a une main invisible, il y a en quelque sorte une malice Oui. provoquée, c'est-à-dire contre ta volonté, de façon subliminale, il y a des conditions qui sont créées pour que tu quittes l'Afrique pour le bon. Vous voyez? Et lorsque tu y vas et qu'on t'inculque des informations, on te prépare, tu es programmé, tu es automatisé, et si on te libère pour revenir, mais tu ne viens pas pour parler du développement de Non. l'Afrique. Tu travailles, tu es un espion à la solde des Occidentaux. Or, nous avions besoin ici de ceux-là qui reviennent avec un enracinement Enracinement africain. dans le but de travailler pour le développement de l'Afrique. D'accord. Donc, merci, docteur. Vous avez évoqué de façon différente les enjeux de ce retour. Quels sont-ils? Y a-t-il des enjeux spirituels Mais bien sûr, autour de la question? il n'y a que de tout ça que, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin, il n'y a que de ça, cela que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes parce que l'Afrique a perdu la substance, comment je peux appeler ça, vitale de sa population.
Et cela fait 400 ans, plus de 400 ans que cela dure. Si aujourd'hui ces personnes, cette force vitale décide elle-même de revenir, alors ce n'est qu'un atout pour l'Afrique. Ce qui nous manquait est en train de revenir. C'est une joie pour nous. Ça devait être une attente, d'excitation, de joie pour nous qui sommes sur place ici, de les recevoir en train de revenir. Et vous avez dit quelque chose, est-ce que... Oui, mais il y a des gens, il y a des personnes que ces Occidentaux ont récupéré de chez nous ici, ils sont allés les formater, ils les ont formés, quoique ces personnes restent noires de peau, mais dans leur esprit, ils ne sont plus des Africains. Et ils les ramènent, ils les ont ramenés. La plupart de ces personnes-là, quand on les a ramenés ici, ils ont été les agents occidentaux pour le bouleversement de l'Afrique, pour faire du tort à l'Afrique. Je ne vais pas citer des noms, mais je crois que les téléspectateurs peuvent avoir à l'esprit déjà des gens. Récemment, même, je ne suis pas loin de dire des choses, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors là, mais je vais dire. Je vous arrête. Au niveau des... Mais dans ce que nous sommes en train de dire ici, il ne s'agit pas non, il ne s'agit même pas de ceux que les Occidentaux ramènent. Les Afro-descendants dont nous sommes en train de parler là, c'est eux leur propre désir de revenir. Parce qu'ils en ont marre de cette vie avec ces dominateurs qui, malgré qu'ils les ont soumis là-bas pendant des siècles, ils refusent de les accepter encore comme des humains. Donc ces gens n'ont pas la même pensée. Pour clôturer, je crois qu'au niveau des enjeux, parce que l'enjeu majeur, il est d'abord spirituel. Si on rate le spirituel, tout sera faussé parce que, comme il s'agit d'Israël, voyez-vous que la gouvernance des rois d'Israël avait des répercussions sur le bien-être du peuple. Donc lorsque Israël avait un roi comme David, Salomon et les autres, tout allait bien. Et quand ils avaient des rois méchants qui ne craignaient pas l'Éternel, ils entraient dans une période de grandes difficultés. Donc l'enjeu spirituel est majeur. Pourquoi j'insiste sur l'enjeu spirituel? Parce que vous voyez que le christianisme est d'essence nègre d'abord. Et la Bible est d'essence nègre. Je trouve que le docteur Ake a suffisamment fait du travail là-dessus, au travers des conférences, au travers des émissions. Et ça, nous le connaissions très bien. Mais le christianisme a été récupéré par les Occidentaux et qui, d'ailleurs, ils ont modifié la Bible pendant une centaine de fois. Ils l'ont falsifié, ils l'ont adapté à leur civilisation, à eux, quoi qu'ils n'ont jamais eu de civilisation. Mais quand même, ça marchait, parce que le christianisme a été quand même la base du développement de l'Europe, ainsi des États-Unis, avec la même Bible, avec le même évangile. Mais le même évangile arrivé en Afrique semble appauvrir l'Africain. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors que c'est la même Bible, le même évangile qui a été la bonne nouvelle en Europe, parce que la bonne nouvelle à l'Europe, ça a développé l'Europe. La bonne nouvelle aux États-Unis a produit des plus grands évangélistes et l'Amérique est devenue la nation la plus puissante. Pourquoi l'évangile n'est pas une bonne nouvelle en Afrique? Parce que le Seigneur, quand il entre dans le temple, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc la bonne nouvelle aux pauvres, c'est de changer son statut. Donc, un pauvre qui reçoit la bonne nouvelle qui est l'évangile doit le changer. Vous voyez? Donc, il faudrait, je pense que, ajuster le protocole de l'évangile par rapport à la réalité africaine. D'où l'on ne peut pas continuer à enseigner l'évangile avec le protocole occidental ou colonial. Ça ne tiendra pas, sinon ça ne sera pas la bonne nouvelle. Il faudrait qu'il y ait un protocole adapté à Israël en Afrique
et à l'Égypte, Oui. qui a été soumis en difficulté afin d'établir le Seigneur comme étant non pas seulement le Sauveur, mais comme étant le Seigneur des Seigneurs. Oui. En Afrique, c'est en ce moment-là que tout changera dans le plan spirituel, dans le plan économique, dans le plan politique, à tous les niveaux, parce que pour Israël, tant qu'il n'y a pas la spiritualité, rien ne marchera. Ah. D'où on voit des hommes les plus pauvres habitant dans le continent le plus riche de la terre. Et c'est une catastrophe. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait d'abord une base spirituelle, un réveil qui commence par le spirituel. Et je crois que le Seigneur a su préparer cela pour commencer avec les hommes de Dieu. Comme au temps de Luther, tout a commencé par Luther et ça produit la révolution industrielle, les siècles de lumière. Et voilà, l'Europe est sortie de son carquois. Et je crois que Dieu qui ne change pas la même procédure, il a commencé cela. Et nous bénissons le Seigneur de ce que, par la grâce du Seigneur, il a mis devant vous les élites qui vous annoncent la bonne nouvelle. Et la grande difficulté pour l'homme africain, c'est qu'il a des lacunes de croire que la vérité Vient peut de son sortir propre d'un homme africain. Mais je crois que l'heure est arrivée, selon Michée, chapitre 7, 11, que les décrets tyranniques, les lois de domination spirituelle doivent changer. Les chaînes sont déjà coupées. Vous êtes libres. Vous êtes libres de croire en vos frères, ce que Dieu a oint, qui vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Voilà, je La termine. parole au par là. docteur Ake pour le mot de fin. Merci beaucoup, notre chère sœur Fofana est là. Pour le mot de fin, je voudrais dire effectivement que déjà mon binôme m'a déjà dit pour les enjeux. Les enjeux, effectivement, sont énormes et les enjeux passent premièrement par le spirituel. C'est pour cela qu'Ésaïe 19 nous a dit qu'il y aura au temps de la fin un autel au milieu du pays de l'Égypte, c'est-à-dire un autel en pleine Afrique, au milieu de l'Afrique. Et quand on parle d'autel, on parle d'adoration. Et on ne parle pas d'adoration sans adorer. Donc l'adorer, c'est Dieu. Et les adorateurs, c'est nous, les croyants. Et donc l'autel est placé pour que nous adorons. Donc le premier enjeu, c'est de ramener l'homme africain qui est lui-même le propriétaire, je peux dire entre guillemets, de cette parole dite de Dieu, parce que j'ai dit que pour moi, la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Amen. Donc l'Africain doit retourner à ses sources, c'est-à-dire la connexion entre lui et son Créateur. Donc nous sommes à cette période-là. C'est pour cette raison que toutes ces prophéties-là sont en train de s'accomplir. Alors je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui ont l'habitude de suivre nos vidéos. Et aujourd'hui, c'est une grâce qu'après Pointe-Noire, où nous étions ensemble sur le même plateau, cela fait bientôt 2 ans déjà, et que mon frère soit arrivé maintenant du côté d'Abidjan ici. Et à nouveau, nous sommes sur ce plateau pour vous dire que nous vous aimons et nous vous demandons vraiment de soutenir ce qui est fait. Ce n'est pas de la fausseté. Nous croyons le message de William Branham, c'est vrai, mais vous savez très bien quelque chose, que nous ne devons pas nous arrêter. L'Église ne doit pas s'arrêter. L'Église doit continuer. Et continuer, ça veut dire que d'autres choses qui ont été semées dans le message, qui n'ont pas été, je ne sais pas quoi, développées, ce sont ces choses-là que nous sommes en train de développer. Si ces choses n'étaient pas vraies, Dieu ne l'aurait pas confirmé par l'annonce de la venue des Juifs afro-descendants qui se sont annoncés qu'ils doivent revenir très bientôt. Et je crois que d'autres vagues vont suivre encore. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Ici, l'ouragan du Midi est en action. Et je crois que c'est un vent violent qui va arracher et ravager tout ce qui était mal placé. Et les choses doivent se redresser dans le Seigneur. Que sa paix soit avec vous. Amen.
Merci, docteur. Ainsi, nous arrivons à la fin de cet entretien sur le retour des Afro-descendants en Afrique dans l'émission L'Ouragan du Midi. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à partager cette bonne nouvelle. Je vous remercie.